Lundi 31 juillet, je vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Pour vous, au menu aujourd'hui, retour sur le Grand Prix qui a eu lieu en Belgique. Pause de mi-saison, je vous donne mes 3 étoiles ainsi que mes 3 déceptions jusqu'à maintenant. On va aussi avoir le bloc de réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, notre Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial gmail.com. Et sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, si vous avez écouté l'épisode de F1 Podcast vendredi ou tout simplement le Grand Prix lors du week-end, vous n'êtes pas sans savoir que Otmar, Zafnauer et Alpine, eh bien, c'est terminé. L'association prenait fin au Grand Prix de Belgique lors du week-end. Donc, c'était la dernière course en bleu et rose pour Otmar, Zafnauer. Et on a aussi appris un peu plus sur cette décision-là qui a été annoncée comme étant mutuelle. Puis là, on a eu d'autres versions que ce serait probablement un congédiement ou un remaniement des forces chez l'écurie française. Mais pour Otmar, ça sera 1 an. Donc, on devra patienter 1 an avant de le revoir en Formule 1. C'est la clause qu'il avait dans son contrat. Vous êtes familier avec ça. On en a déjà discuté par le passé lors des épisodes plus tôt dans la saison. Là, on avait discuté de ça que quand que les directeurs d'écurie ou les personnes qui ont des postes importants, là, autant pour le développement, mais souvent on doit signer des contrats qu'on n'a pas le droit de l'ailleurs. Donc, il semblerait que ça ferait partie de l'espèce de package de départ par Alpine, là, que on a sûrement donné les montants qu'on devait à Otmar, mais on a conservé les clauses qui dit que tu n'as pas le droit d'aller travailler ailleurs pour au moins 1 an. Donc, pour les fans de Otmar Zafnauer, on devra patienter au moins 1 an avant de peut-être le revoir sortir quelque part dans une autre écurie de Formule 1. Lui qui est là depuis de nombreuses années. Là. Il était là dans le temps de Force India avant que ça devienne Racing Point, un peu avec Aston Martin, maintenant avec Alpine. Donc c'est un gars qui a roulé sa bosse depuis quelques temps en Formule 1. L'autre nouvelle, sous forme de rumeur un peu, il y a plusieurs dossiers qui se mélangent à ça. Ben, vous savez, le nom Alfa Romeo. On avait annoncé chez Alfa qu'on se retirait à la fin de la saison 2023. Donc, c'est Alfa Romeo Sauber, le nom de l'écurie. Donc, ça va redevenir Sauber, mais pas pour longtemps, parce que en 2026, on sait, c'est l'arrivée de Audi en Formule 1. Donc, à ce moment-là, Sauber va prendre le nom Audi. On est déjà en train de préparer les usines du côté du manufacturier allemand. On est déjà en train de préparer même un moteur parce qu'on va être, on sera pas seulement, on portera pas seulement notre nom à une écurie. On va être un constructeur en Formule 1. Donc, on va fournir un moteur à cette écurie-là Audi. On va avoir un moteur allemand Audi. Donc, tout ce côté-là est en train de se mettre en branle en arrière-scène pour être prêt pour la saison 2026. Et en attendant, on a Alfa Romeo, lui, qui se retrouve qu'ils n'ont plus de place, mais on a dit qu'on se retirait. Sauf que là, il y a des rumeurs parce que Ferrari avait cette place-là avec Alfa Romeo pour positionner des pilotes en Formule 1, un peu comme Red Bull a avec AlphaTauri, qu'on est capable d'envoyer nos pilotes juniors dans cette écurie-là afin de les développer et de les préparer à les faire graduer dans notre grande écurie. On a un peu le même principe, si on veut, avec Mercedes et Williams. Williams est un client de Mercedes. On peut de temps en temps faire des ententes entre Toto Wolff et maintenant James Vowles, que c'était un ancien, on sait, là, qui a été de nombreuses années avec un partenaire de Toto. Il s'occupait du volet stratégique chez Mercedes. Donc, à ce moment-là, on a cette espèce de liaison-là qui se fait entre les deux équipes. Mais en ayant le manufacturier allemand Audi qui s'en vient et prendre la place de l'écurie Sauber, ben Sauber était ce que ça rapportait, c'était cette association-là qu'on avait avec l'écurie Ferrari. Donc Ferrari se retrouve un peu avec rien, mais on a toujours l'écurie Haas qui est un client de Ferrari. Donc on achète des moteurs Ferrari pour l'écurie américaine Haas. À ce moment-là, la rumeur est que Guan Yu Zhou sera en train de se trouver possiblement peut-être un volant en remplacement de Magnussen pour aller chez Haas. Parce que là, lui, c'est un pilote qui appartient à Alfa Romeo. On voudrait peut-être aller le positionner là-bas, continuer un jour peut-être le faire graduer même chez Ferrari, si un jour on en arrive là, s'il continue de bien se développer. Donc, il y a toute cette espèce de choses-là qui se passe en arrière-scène. Et la rumeur est que Alfa Romeo pourrait vouloir faire une association pour s'associer avec Haas. Donc, Haas pourrait peut-être devenir
un nom, avoir Alfa Romeo Az ou avoir ce type de nom-là et continuer son association un peu plus avec Ferrari aussi. En tout cas, c'est ce qui est lancé en l'air pour l'instant, mais ce qui vient démanteler le tout, c'est que Jean-Philippe Imparato qui est le directeur général du groupe Alfa Romeo, lui avait dit déjà il y a quelques mois qu'on renoncerait à ça de ce côté-là. On veut pas se promener d'une écurie à une autre avec ce nom-là, de donner notre nom à plusieurs écuries en Formule 1. Il dit on s'était associé à Sauber, c'est terminé à la fin de 2023, peut-être qu'on reviendra plus tard, mais on veut pas jouer à se promener comme ça. Donc là, les rumeurs qu'on entend dans les dernières semaines, ça vient un peu contredire ce que M. Imparato avait déjà mentionné par le passé. Donc, ça va être un dossier à suivre. On le sait, en Formule 1, il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de rumeurs, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Normalement, quand ça commence à jouer à des choses comme ça, est-ce que ça pourrait être une certaine... Alfa Romeo reviendrait pas, mais Az deviendrait de plus en plus un pilote, une écurie qui fait du développement pour Ferrari, ce qu'on ne faisait pas par le passé. On viendrait quelque peu remplacer la position, la vocation que Sauber Alfa Romeo avait à certains moments. On se rappellera, Charles Leclerc avait commencé là par le passé avant de graduer chez Ferrari. Donc, ça pourrait revenir ça peut-être chez Az. On sait qu'on a Hülkenberg qui est déjà sécurisé probablement pour un poste l'an prochain, pour avoir un volant avec Gunther Steiner et l'écurie Az. Mais on a mentionné que Magnussen, c'était rien de couler dans le béton. C'était rien de certain pour lui l'année prochaine. Et avec les performances qu'on a vues depuis le début de la saison, c'est rien de concluant non plus pour pousser Gunther Steiner et l'écurie Az à venir sécuriser les services de Magnussen pour la saison 2024 et plus loin, aller même jusqu'en 2026. Donc, ça va être à surveiller. Joe aussi, il sent peut-être que avec quand Audi va rentrer en poste, c'est peut-être pas nécessairement le pilote que nous, on veut garder. Donc, si on a d'autres plans, peut-être on avait évoqué même que Mick Schumacher pourrait être là pour les débuts de l'écurie allemande, un pilote allemand. Il y avait eu des rumeurs aussi que Carlos Sainz s'intéressait. On sait que c'est les anciens dirigeants de chez McLaren, dans le fond, ceux qui ont un peu échoué chez McLaren, qui sont rendus en train de préparer le projet pour Audi pour l'avenue en Formule 1 en 2026. Donc, on connaît déjà Carlos Sainz. Est-ce qu'on pourrait tenter d'essayer d'aller le chercher, que ce soit notre pilote pour lancer cette écurie-là en 2026. Donc, il y a tout ça qui se trame un peu en arrière-scène. On va peut-être en apprendre un peu plus dans les prochaines semaines. Souvent, la pause en Formule 1, c'est là que ça se passe. Il y a des signatures de contrats qui se passent. On en sait un peu plus sur l'avenir des prochaines saisons. Donc, 4 semaines en Formule 1, c'est long. Donc, c'est un dossier à surveiller. C'est ce qui conclut le volet actualité de l'épisode. Maintenant, passons au week-end de Grand Prix en Belgique. Week-end de sprint en Belgique, journée de samedi. Je me suis levé extrêmement tôt. Pour certains, c'est peut-être pas tôt, mais aux alentours de 5h30 le matin pour être capable de voir les séances de qualification. Malheureusement, je n'étais pas à la maison, donc ça changeait un peu mes habitudes. J'ai dû me ranger et essayer de regarder ça à travers la chaîne RDS. Normalement, je fonctionne plus avec TSN et Sky Sports. Et puis, à ma grande surprise et déception, RDS ne présentait pas la séance de sprint shootout samedi matin. C'était possible pour moi, par exemple, de voir un homme mettre des mouches au bout de sa canne à pêche et faire de la pêche, essayer d'attraper des poissons avec ça. Ça, c'était disponible. Je pouvais aussi voir la Coupe du monde féminine. Ça, c'est compréhensible parce que c'est quand même un événement international. Mais il y avait un autre événement international aussi qui se passait en direct, qui était la sprint shootout. Mais ça, ce n'était pas présenté RDS. Donc, j'ai donc dû me tourner à travers ma tablette, me connecter avec TSN et réussir à attraper ça. Ça n'a pas été un grand spectacle, malheureusement, parce que oui, on a commencé ça tôt le matin pour nous emmener à une course qui avait lieu à 10h30. Finalement, la course a été reportée. Il y avait les températures, tout ça. Finalement, on a fini à nous limiter à seulement 11 tours. Je vais vous dire franchement, là, moi, je trouve que c'est une bonne idée, peut-être, de vouloir aller, de trouver des idées pour accrocher des nouvelles personnes à la Formule 1, sauf que quand tu essaies de présenter le sport à quelqu'un, si tu lui dis, écoute, tu te lèves le samedi matin à 5h30, on va te présenter une séance de qualification, après ça, tu te reviens devant la télévision à 10h30, la séance de qualification, elle sera pas présentée sur ton poste de télévision local, ça c'est correct, on peut se débrouiller d'en trouver d'autres, mais ça aussi c'est un irritant, puis après ça, en plus, à 10h30, on va te présenter une course, mais ça, la météo, on contrôle pas ça. Sauf que
En gros, ça va finir que tout ton avant-midi va avoir été consacré à regarder une course de 11 tours. Ça, je n'ai pas été... même pour les gens qui étaient là, qui se sont déplacés dans la montagne, toute la marche que ça occasionne, le déplacement, emmener ça, puis ils étaient assis là, à la pluie, attendre pour voir 11 tours des voitures. C'était pas... Il fallait faut qu'on trouve une solution à ça. Là. Les tours derrière la voiture de sécurité ne doivent absolument pas compter dans une course sprint. C'est une plaisanterie là, vraiment de faire ça de cette manière-là. Donc oui, j'ai été déçu. On a seulement eu 11 tours à se mettre sur la neige. Ça nous a donné quand même un petit spectacle. Là. On a pu voir, ça avait l'air d'une course à exhibition, mais en tout cas, ça nous a donné un petit spectacle. Je vous dis qui a marqué des points. La bonne nouvelle, ben, c'est que Piastri a fini deuxième. Eh bien, ça, on peut pas dire podium, mais c'est quand même on voit que ça s'en vient pour Piastri. Il va se passer quelque chose de bon à l'intérieur d'une course d'ici la fin de la saison. Il est là, il a les résultats, il a la voiture maintenant pour compétitionner, et puis il a les nerfs pour le faire. C'est sûr que sur 11 tours, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a les nerfs, mais il a fait une belle performance durant la qualification de la sprint et durant la sprint. Donc, Verstappen l'a remporté. Piastri deuxième, comme je vous disais. Gasly troisième. Première fois qu'il termine dans un top 3 depuis qu'il est chez Alpine. Donc, il était très content de ça. Sainz quatrième. Leclerc cinquième. Norris sixième. Hamilton septième. Excusez-moi, je suis en train de me tromper. Je recommence. Verstappen, Piastri, Gasly, Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton, Russell. C'est ça. C'est les 8 pilotes qui ont marqué des points. Et Lance Stroll, lui, a pris le 11e rang la journée de samedi. Donc ça, c'est ce qui résume un peu la sprint de 11 tours que nous avons eu droit samedi. Et ça nous a emporté à la vraie course de dimanche, où Max Verstappen se voyait donner une pénalité de 5 positions sur la grille. Donc, il devait s'élancer à 6e pour la course. Et là, on attendait de voir combien de temps ça va lui prendre à remonter le peloton. On se rappellera, la saison dernière, il était parti 14e au même circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Il avait remonté. Il était venu remporter le Grand Prix. Sergio Perez, lui, son coéquipier, en fin de semaine, il s'est lancé deuxième. Donc, avec la même Red Bull, lui, il partait deuxième derrière Charles Leclerc. Donc, il avait une chance. L'objectif de Sergio Perez, c'était de réussir à passer Leclerc le plus vite possible et tenter de se sauver à l'avant parce qu'il savait que Max Verstappen viendrait le chercher à un moment ou un autre, ou essaierait, en tout cas, tout de moins, de venir le rechercher. Donc, Perez a réussi son défi. Il a remporté, il a fait un bon départ. Il a attaqué Charles Leclerc le plus tôt possible. C'est pas dit, je vais ménager mes pneus, je vais attendre mon moment. C'était le plus vite possible, fallait qu'il le fasse. Il l'a fait. Il a réussi à passer Leclerc et c'est lui qui a pris la tête du circuit. Verstappen, lui, par exemple, il avait déjà gagné 2 positions au départ. Il y a eu un accrochage entre Sainz et Piastri. Piastri, un peu de manque d'expérience. Il est jeune. Il a voulu faire l'intérieur au premier virage à toutes les voitures, mais ça, on le sait tout. Les voitures vont à l'extérieur, ils prennent très large et on vient refermer le virage, qui est un peu un virage, on pourrait dire quasiment comme un U-turn, là, quasiment ce premier virage-là. Donc, à ce moment-là, il était coincé à l'intérieur, Piastri. Il y a eu contact entre lui et Sainz. Ça l'a mis fin à leur course, les deux, éventuellement. Sainz a été beaucoup plus tard. Piastri, il a dû immobiliser sa voiture dans les premiers tours. Donc, c'est ce qui est venu compromettre le week-end des deux. C'est de valeur parce que Sainz avait un bon week-end aussi d'une certaine manière. Et il y avait Piastri aussi qui avait eu des très, très bons résultats au cours de la sprint. Il était devant Norris. Donc, ça aurait été intéressant pour lui de réussir 2 bons résultats sur 2 courses lors de cet événement-là en Belgique. Pour Leclerc, lui, il a perdu cette position-là, donc il se devait d'attendre, voir s'il pouvait défendre contre Verstappen. Ça n'a pas été le cas. Le Verstappen a passé le peloton. Là, il a fait un super dépassement sur Lewis Hamilton. Et là, on peut voir Verstappen, la différence avec les saisons dernières. Il a attendu son moment. On a vu, il est arrivé derrière Hamilton, il est resté derrière lui. Il y a certains qui se demandaient, il y a eu difficulté, on voit que peut-être que la Mercedes est capable de résister, mais ce qu'il a fait, c'était encore là brillant. On voit que c'est vraiment le métier qui continue de rentrer pour Max Verstappen. Hamilton savait que Verstappen s'en venait, il a utilisé énormément de son énergie sur sa batterie. Verstappen a patienté derrière lui à un certain moment. Il a laissé Hamilton brûler cette énergie-là. Et aussitôt qu'Hamilton s'est mis en recharge sur son monoplace, comme on peut voir là, quand vous voyez la lumière s'activer à l'arrière, c'est qu'on recherche, on est en regain d'énergie. Donc, l'énergie qui est récupérée au freinage et tous ces systèmes-là de récupération d'énergie sur la voiture. Donc, aussitôt que Hamilton a dû se mettre en mode de recharge, eh bien, c'est là que Verstappen a décidé, lui, de déployer l'énergie qu'il avait emmagasinée et d'attaquer
Lewis Hamilton dans la grande ligne droite et ça a été super facile. Même Hamilton a semblé même un peu surpris que c'est à ce moment-là que Verstappen a décidé de le passer. Donc, il a vraiment choisi son moment parce qu'il ne voulait pas perdre du temps. Il n'en perdait pas parce qu'il continuait d'apercevoir son coéquipier Sergio Perez à l'avant de lui. Puis il voulait surtout pas endommager ses pneus. Il voulait le plus possible ménager ses pneus. Tout le monde partait en gomme tendre. On savait que ça ne durerait pas jusqu'à la fin, bien entendu. Puis il voulait pas être forcé à rentrer trop avant Perez. Il voulait vraiment rester sur le même train de pneus que Perez pour avoir une chance de remporter l'épreuve. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en ménageant ses pneus contre Hamilton. Et plus tard, il a dû choisir son moment contre Leclerc. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, il est arrivé derrière Perez. Il était beaucoup trop rapide pour lui lors du week-end. C'est Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix par 22,305 secondes. C'est encore une fois, faut le dire, c'est assez hallucinant ce qu'il réussit à faire. Oui, il gagne à chaque week-end. Ça peut devenir prévisible pour certaines personnes, mais ce qui est pas prévisible, on peut dire, c'est comment il va le faire. Parce que qu'il parte de la 6e position, ça c'était la première fois dans sa carrière qu'il remportait. Là, c'est un autre, il a remporté de plusieurs positions, mais c'est la première fois qu'il remportait un Grand Prix en s'élançant de la 6e place. Il l'a accompli. Il a réussi à égaliser aussi Ascari et Sébastien Vettel pour le nombre de victoires consécutives, donc à 8, c'est le seul Verstappen, Ascari et Vettel qui ont ce record-là de 8 consécutifs. Donc, j'ai l'impression qu'on parle de record un peu à chaque semaine maintenant pour Verstappen, un peu comme dans les bonnes années, les 8 années, les 7 années même que Lewis Hamilton a gagné un championnat du monde, les 8 saisons que Mercedes ont remporté les championnats du monde. On parlait un peu de toujours, il y avait des records à chaque week-end, le record de Hamilton, le record de Mercedes. Bien là, le vent a un peu changé. C'est rendu autour de Verstappen qu'à tous les week-ends, on est obligé de parler des records. Mais ce qui est intéressant, c'est des records différents. Si vous avez pris note depuis le début de la saison, Verstappen et l'écurie Red Bull battent des records, mais c'est pas des records de Mercedes ni de Lewis Hamilton. On est en train de battre des records qui dataient de 1988 en Formule 1. Ou comme là, Verstappen, il bat le record d'Ascari et Sébastien Vettel. C'est pas un record qui était détenu par Lewis Hamilton. Donc c'est quand même du nouveau. On nous emmène ailleurs. Il a réussi à battre des records qui n'avaient pas été battus par Lewis avant. Il va y en venir un jour au record que Lewis a placé. Il en a plusieurs d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est des nouveaux records qu'on a la chance de voir. Il est en train de réécrire l'histoire à tous les week-ends, autant pour l'écurie Red Bull que pour Max Verstappen. Donc, comme je le disais, Sergio Perez, lui, est arrivé deuxième. C'est un doublé Red Bull. Quand on met de la pression là, sur Sergio Perez, il y en a des fois qui nous écrivent des messages ou qui vont dire, je vous lis, hein, je vous l'ai souvent dit, j'adore lire tous vos commentaires. Souvent, j'entends, laissez-le tranquille, il fait son travail, il est deuxième au championnat. Ben, faire son travail pour Sergio Perez, c'est pas simplement d'être deuxième au championnat, c'est d'être deuxième à tous les week-ends. Il y a personne qui lui demande de battre Max Verstappen. On le sait, Max Verstappen, c'est un talent générationnel et c'est pas... Il y a personne vraiment qui a réussi à le battre en Formule 1 à part Daniel Ricciardo dans ses années recrues quand Verstappen avait transféré chez Red Bull, il n'avait pas fait une saison complète, sa première saison, il était qu'un adolescent de 18 ans en Formule 1, mais depuis ce temps-là, il n'a jamais été battu. Même Sainz ne l'avait pas battu dans le temps chez Toro Rosso. Donc, c'est un pilote qui est très, très dur. On peut pas se mesurer. On dit souvent en Formule 1, il faut se mesurer à son coéquipier, mais se mesurer à Verstappen, c'est vraiment pas, on peut dire, c'est pas égal de le faire parce que il est vraiment un talent à part. Donc Perez, ça peut être un peu déprimant des fois. Il pense qu'il peut rivaliser avec Verstappen, mais ce qu'on lui demande, c'est d'emmener la voiture en deuxième position le samedi et de la rentrer en deuxième position le dimanche. C'est ce qu'on s'attend de lui. On a la meilleure voiture chez Red Bull et c'est vraiment là que la pression est. Parce que si on finit à avoir des bonnes bagarres au championnat dans les prochaines saisons et que Mercedes, avec une équipe comme Russell, Hamilton, ou même que Leclerc et Sainz, ou même Alonso, avec Stroll peut-être, mais si on est capable de rentrer des points et d'être plus compétitif à chaque week-end sans nécessairement les échanger entre nous autres, eh bien à ce moment-là, on va avoir besoin de 2 voitures chez Red Bull. Verstappen est en train de remporter le championnat des constructeurs à lui tout seul. C'est du jamais fait. Si on prend ses points au championnat et on le transfère dans le championnat des constructeurs, c'est Verstappen qui domine le championnat. Et ça, c'est du jamais vu en Formule 1. Là. Donc, d'être capable de pratiquement remporter un championnat des constructeurs à une voiture. Donc, ça veut dire que Perez ne livre pas la marchandise. Mais pour l'instant, l'écurie n'en souffre pas car on est trop en avance. On a pris beaucoup d'avance. On a remporté toutes les courses. C'est simple. Depuis le début de la saison, c'est juste une Red Bull qui a remporté le Grand Prix. Donc, à ce moment-là, on n'a pas trop de compétition. Mais dans les saisons suivantes, s'il fallait qu'on retourne comme en 2021 avec un championnat qui est tiraillé jusqu'à la dernière course, jusqu'au dernier instant, eh bien, il faudrait que Perez ait un meilleur rapport
pour sécuriser le championnat à Red Bull. On se rappellera justement en 2021, comme je viens de mentionner, c'est Bottas qui avait eu le dessus sur Sergio Perez. C'est la raison pour laquelle Lewis Hamilton n'avait pas mis la main sur le championnat des pilotes, mais Mercedes avait tout de même mis la main sur le championnat des constructeurs. Ça avait échappé à Red Bull. Si Perez avait eu une saison nettement un petit peu supérieure à ce qu'il avait eu, et qu'il avait réussi à avoir le dessus sur Bottas, ben ça aurait été un championnat des constructeurs aussi pour Red Bull dans la saison 2021. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas qu'il se reproduise dans le futur. Donc Perez, ce qu'il a fait en fin de semaine, il a livré la marchandise, il a placé sa voiture sur la deuxième position à la file d'arrivée, il l'a placé sur la troisième, on peut dire, samedi, s'il n'avait pas été de la pénalité à Verstappen, mais c'est tout de même mieux que ce qui nous avait habitués lors des 5 Grands Prix avant ça. Leclerc, troisième, Hamilton, quatrième, Fernando Alonso, une belle performance. On avait tout mis les réglages pour miser sur le dimanche du côté d'Aston Martin. Donc on avait été pour de la température sec. On s'est dit on va improviser un peu avec la pluie, on va essayer de soutirer le meilleur de la voiture, mais nous on va tout miser nos réglages pour la course de dimanche. Ça a porté fruit, on a réussi à remonter la voiture et terminer cinquième. George Russell sixième, Lando Norris septième. Il y a plein d'ennuis Lando Norris. Finir septième, ça a été une belle victoire. La McLaren le dimanche dans le sec, c'était pas pareil comme dans les températures avec la pluie. On a eu beaucoup plus de difficultés dans les lignes droites. On était très vulnérables. Lando Norris a eu un week-end difficile. Il s'est ramassé à un moment donné à être très très loin. Il a réussi à revenir. Donc c'est une très belle performance de lui. Il a vraiment donné le meilleur. C'était un travail accompli. Là. On peut dire qu'on ne pouvait pas vraiment y en demander plus. Septième à l'intérieur de sa McLaren sur le Grand Prix, sur le circuit de Spa. C'était vraiment le mieux qu'il pouvait faire. Donc une belle performance. Esteban Ocon aussi à l'intérieur de sa Alpine. Il partait aux alentours de la 14e position, si je me rappelle bien. Il a réussi à remonter à 8e. Il a fait plusieurs dépassements. Il était jusqu'à la fin, il était très agressif autant sur Tsunoda que Stroll. Il a réussi à terminer 8e, une très belle performance de sa part. 9e pour Stroll aussi, oui, il a fait un beau dépassement sur Norris à un certain moment. Il a quand même fait une bonne course. En fin de course, oui, il s'est fait rattraper, mais il faut prendre en note que son écurie lui avait demandé de faire du fameux lift and coast. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand on a peur nécessairement de manquer d'essence ou de pas avoir suffisamment d'essence à la fin. On sait que la FIA demande aux écuries de terminer avec au moins 1 litre d'essence minimum dans nos réservoirs d'essence pour qu'on puisse fournir un échantillon à la FIA pour voir si le tout était conforme. Donc à ce moment-là, quand on demande aux écuries, aux pilotes de faire du certain les Fencos, c'est donc de lever le pied dans certains virages et laisser la voiture aller pour économiser un peu de carburant pour être sûr d'avoir le tout conforme à la fin de l'épreuve. Yuki Tsunoda 10e, Pierre Gasly 11e, Valtteri Bottas 12e, Joe sur la deuxième Alfa Romeo 13e, Albon, 14e avec la Williams, 15e pour Magnussen, 16e pour Daniel Ricciardo, Logan Sargent, 17e, Hülkenberg, 18e, Sainz, on l'a dit au départ avec Piastri, donc 19e et 20e. Ils n'ont pas pu terminer l'épreuve. Donc, c'est ce qui conclut pour la course de dimanche. Je pense qu'on a eu un bon Grand Prix avec les résultats qu'on a là. Je pense que ça nous a donné un peu de compétition, un peu de dépassement. Le fait que Verstappen parte plus loin sur la grille, ça nous a donné cette certaine compétition-là. On l'a déjà dit, ça serait intéressant d'ici la fin de la saison si Verstappen pouvait toujours partir un peu plus loin et nous donner cette espèce de spectacle-là, de le voir remonter. C'est la pause de 4 semaines qui débute dans le monde de la Formule 1. Donc, il y aura cette fameuse pause-là qu'on a à chaque année à mi-saison avant de revenir dans 4 semaines à la fin août pour le Grand Prix de Zandvoort. Donc, Verstappen qui vient de terminer un Grand Prix à la maison et qui ira en disputer un autre chez les couleurs qu'il a décidé de défendre. Donc, les couleurs des Pays-Bas. Donc, ça sera pour lui à la maison. Ça permet cette pause-là pour moi de faire une espèce de, pas de résumé, mais d'évaluation de ce qui s'est produit dans cette première partie-là. Je suis allé de mes 3 déceptions et mes 3 étoiles. Je vais aussi vous demander cette semaine par l'entremise de notre page Facebook de répondre à ces questions-là. Vous aurez la chance de nous dire vos 3 déceptions et vos 3 étoiles. Pour commencer, je vais y aller avec mes déceptions pour finir avec du positif. C'est toujours plus intéressant comme ça. Eh bien, ma première grande déception,
la saison, ben, je la remets à Kevin Magnussen. C'est lui ma troisième, dans le fond, déception. Je m'attendais à une meilleure saison que lui. Il était revenu l'année dernière avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Et là, cette année, il était jumelé à Hülkenberg. Il n'est plus jumelé à un jeune comme Mick Schumacher. Et là, Hülkenberg, beaucoup d'expérience comme lui, il revient en Formule 1, un peu comme Magnussen avait fait un départ pour finalement revenir plus fort. Hülkenberg arrive avec beaucoup d'énergie et jusqu'à maintenant, c'est même pas prêt, c'est lui proche, c'est lui qui a le dessus sur Magnussen depuis le début de la saison. Magnussen semble un peu éteint. On voit pas vraiment des grandes performances de sa part. Il est souvent très loin par rapport à Hülkenberg. Donc, oui, il me déçoit un peu cette année. Ça pourrait même être la fin de sa carrière en Formule 1. On sait qu'il n'a pas de contrat l'an prochain. Il cherche à renouveler et puis présentement, il ne présente pas des performances adéquates pour assurer son banc en Formule 1 la saison prochaine. Ma deuxième déception, eh bien, c'est Ferrari. L'écurie Ferrari, on le voyait l'année dernière, on était la deuxième écurie, on était même par moment la première, on était très vite en qualification. On avait des problèmes sur l'usure des pneus qu'on a depuis déjà certaines saisons en Formule 1. On était puissant côté moteur, on avait des problèmes de fiabilité. Et j'ai l'impression qu'on a tout ramené ça dans la saison suivante, moins la performance. Donc, on est rendu moins rapide, mais on a encore tous les problèmes, autant stratégiques, problèmes de leadership, les erreurs de pilotage. On a ces erreurs, tous ces problèmes-là, on les a ramenés dans cette saison-là. Donc, on n'a rien corrigé. On avait mis M. Binotto dehors. On a enchaîné avec Frédéric Vasseur. Oui, faut lui laisser un peu de temps pour mettre son régime en place. Mais pour l'instant, je suis forcé d'admettre que ça tourne encore carré chez Ferrari. Ça ne tourne vraiment pas rond. Il y a encore des erreurs. Oui, on a eu un week-end un peu... Aussitôt qu'on a un week-end comme... pas d'erreur ou quoi que ce soit, on se dit quasiment que c'est mission accomplie chez Ferrari, mais trop souvent, il arrive des mauvaises décisions ou des quoi que ce soit. Donc, c'est ma déception depuis le début de la saison en 2023. Et ma plus grande déception, je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, et je ne crois pas qu'il va être battu, là, c'est Nick De Vries. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. C'est un champion de Formule 1, un champion de Formule 2. Il arrive en Formule 1, oui, c'est AlphaTauri, c'était pas une voiture qui est facile à conduire, c'est une voiture qui a beaucoup de défauts, mais le rythme était pas là, il y a eu des erreurs aussi un peu débutants, il y a un âge aussi, j'en parle souvent, mais il y avait 28 ans, Nick De Vries, donc lui, c'est ma déception. J'ai fini de parler de lui aussi, là, il a perdu quand même son emploi, c'est quand même triste de sa part, donc je veux pas m'acharner sur Nick De Vries, mais il reste que pour cette saison ici, 2023, c'est lui ma déception, je pense pas qu'il va en avoir d'autres là, qui vont se glisser en avant de lui, à moins que Ferrari poursuit avec des catastrophes. Mais Nick De Vries, il a eu qu'une moitié de saison pour se faire valoir en Formule 1. Il s'est fait remplacer par Daniel Ricciardo. Donc, c'était vraiment pas ce qu'il espérait pour des débuts en Formule 1 pour un ancien champion de Formule 1 et de Formule 2. Et mes 3 étoiles pour la mi-saison en Formule 1, eh bien, ma troisième va à Alex Albon. Mais je dis Albon, là, mais Oscar Piastri est tellement prêt. S'il y en avait 4, là, il serait là, mais 3, on peut dire, il est 3,5. Oscar Piastri, parce que dans ses dernières courses, il a vraiment bien fait, mais je le donne tout de même à Albon parce que je trouve qu'Albon, il a eu un très très bon début de saison. Depuis le début de la saison, je trouve qu'il il réussit vraiment à faire de la magie avec sa Williams par rapport à son coéquipier. Donc j'y vais avec Alex Albon. C'est lui que j'avais même identifié en début de saison que Red Bull devrait surveiller pour peut-être considérer comme remplacement à Perez dans quelques saisons. Je pense qu'Albon est revenu en Formule 1 avec beaucoup de maturité. Il le démontre à chaque week-end. Il réussit à soutirer le meilleur de sa voiture. Donc, chapeau à Alex Albon. Je le place en 3e place de mes étoiles de la mi-saison. 2e étoile, vous l'aurez deviné, certains d'entre vous l'auront peut-être même en première place, mais pour les derniers résultats, je suis obligé de lui donner seulement la 2e position. Eh bien, c'est Fernando Alonso qui a emmené une énergie contagieuse en Formule 1. Il a amené des bons résultats, il nous a amené du spectacle, des commentaires croustillants comme il en est capable dans les entrevues. C'est toujours intéressant de l'entendre. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de gens qui regardent la Formule 1 à cause de Fernando Alonso pour ses championnats du monde dans les débuts des années 2000. Mais aussi depuis son retour, il rend ça intéressant. En tout cas, je trouve qu'il fait une très très bonne saison. Puis on peut partager cette étoile-là
avec le groupe Aston Martin, son écurie, bien sûr. C'est un sport d'équipe, la Formule 1. Il y a toute l'écurie Aston Martin derrière lui qui lui ont donné cette espèce de cure de rajeunissement-là. Là. Il a eu 42 ans lors du dernier week-end et ça ne paraît pas. Oui, les performances ont un peu diminué de sa monoplace. On peut dire diminué ou on peut juste dire aussi que les autres autour d'eux ont augmenté la compétition d'un cran. Le McLaren est revenu les rejoindre. On a le Mercedes aussi qui a recommencé le concept de sa voiture quasiment à zéro. C'est une W14B. Donc, la compétition est féroce. Mais Aston Martin, là, faut pas se décourager. On était quand même 7e l'an dernier. Donc, d'être encore là. Puis, aux dernières nouvelles, Alonso occupait toujours le 3e rang du championnat des pilotes avec seulement 1 point d'avance. Donc, il est encore en bonne position. Si on lui avait dit ça au début de l'année ou si on avait dit ça à n'importe qui chez Aston Martin en début de saison, qu'à la mi-saison, il serait dans cette situation-là, dans cette position-là, je pense que tout le monde aurait signé en bas de la feuille, aurait accepté ce dénouement-là. Donc, deuxième étoile, Fernando Alonso. Première étoile, vous en doutez sûrement, on pourrait ne pas lui donner parce que c'est quasiment pas une surprise. À longue, on devient de moins en moins impressionné de ce qu'il accomplit à chaque week-end parce que il l'a fait tellement souvent, mais la première étoile doit revenir à Max Verstappen parce que oui, si on s'attend qu'il gagne à chaque week-end, il trouve toujours une manière de venir nous surprendre ou de le faire d'une façon encore plus impressionnante qu'on pense, soit en remportant une course sprint par plus de 20 quelques secondes, soit en partant de la 6e position puis en venant remporter le Grand Prix pareil, soit il décide d'arrêter dans les derniers tours pour enfiler des nouveaux pneus, pour aller voler le tour le plus rapide. Il réussit toujours à trouver quelque chose à chaque week-end pour qu'on ne l'oublie pas et qu'il ne passe pas sous le radar. Donc, il fait des accomplissements comme ça à travers la chose. Il a aussi un très bon spectacle. On a son ingénieur, Jean-Pierre, qui lui demande de ralentir, mais lui, il écoute pas les consignes. Donc, certains peuvent regarder ça et dire, ben, il est défiant, il respecte pas l'autorité, moi, j'aime pas ça. Mais en même temps, côté partisan, il faut se dire que lui, il se démène à chaque week-end pour nous donner un spectacle. Il fait pas de dire, moi, je vais protéger mes pneus, moi, je vais ralentir un peu, moi, je vais juste jouer ça conservateur. Et il va vraiment à fond, et c'est ce qu'on veut voir en tant qu'amateur d'F1. Moi, personnellement, je suis forcé d'admettre que j'aime ça, voir ça d'un pilote, d'un gars qui ne va pas nécessairement juste du stratégique ou, comme son ingénieur lui dit en week-end, d'utiliser sa tête. Et on dirait qu'il l'utilise un peu plus, de dire, vas-y plus conservateur, fais attention, t'es pas obligé de prendre ces risques-là. Mais lui, il connaît une manière de piloter une voiture et c'est à fond. Et les grands gagnants de ça, ce sont les partisans qui se réunissent devant leur téléviseur chaque dimanche pour voir les pilotes de Formule 1, les meilleurs au monde, donner leur maximum puis aller le plus rapidement possible. Eh bien, Max Verstappen, il livre la marchandise week-end après week-end. Donc, il est ma première étoile de la mi-saison en Formule 1 pour la saison 2023 jusqu'à maintenant. C'est ce qui conclut le bloc du week-end de course en Belgique. Maintenant, passons à vos questions et à les réponses que j'ai préparées pour vous. La première question nous vient de Jean-Sébastien de Hawkesbury qui nous écrit « Quel est le fonctionnement d'une pause de mi-saison en Formule 1? Est-ce vrai que les écuries n'ont pas le droit de toucher à leur voiture durant ce congé? » Eh bien, c'est en partie vrai, Jean-Sébastien. Il y a 2 semaines, donc 14 jours, où c'est obligatoirement interdit de toucher aux voitures. Et ce 2 semaines-là, ce 14 jours-là, a le droit d'être choisi par les équipes quand on veut le prendre. Donc, on n'est pas obligé, mais il doit être consécutif, mais on n'est pas obligé de le prendre dans la première semaine ou dans la dernière semaine. Souvent, les équipes vont préférer le prendre au milieu du 4 semaines. Donc, ça va nous donner 1 semaine pour retourner à l'usine, faire effectuer un peu de travail, et ça va aussi nous donner 1 semaine avant le retour à l'action pour préparer un peu ce qu'on veut faire. Donc, les 2 semaines au milieu, à ce moment-là, on n'a pas le droit de toucher à la voiture. Les seules choses qui sont tolérées, c'est si on veut faire de la réparation ou que ça soit vraiment réparer des dommages ou quoi que ce soit, mais il faut que ça soit officialisé, faut qu'on donne la permission du côté de la FIA. Donc, on doit demander cette permission-là. Donc, ces petits travaux-là ont le droit d'être faits. On n'a pas le droit de faire de travail en soufflerie, on n'a pas le droit de travailler sur les ordinateurs, on n'a pas le droit de faire de simulation, on n'a pas le droit de faire tourner les voitures, bien entendu. On n'a pas le droit de tout ce qui est développement ou avoir un avantage ou continuer d'améliorer, prendre du progrès, ça, on n'a pas le droit de toucher à ça. Il faut vraiment que ça soit de la maintenance ou des choses comme ça. Ça peut être toléré, mais ça va être sur demande et on doit avoir la permission de la FIA. Là, vous me dites, et je suis pareil avec vous, là, on est sceptique de dire comment on fait pour empêcher les écuries de ne pas communiquer ou de ne pas continuer à travailler. Ben ça, c'est la grosse platitude à travers ça. C'est que
quasiment impossible de tout contrôler. Là. Il y en a qui disent que les laptops sont contrôlés, on vient mettre des cadenas sur les voitures, toutes ces choses-là, mais on a déjà entendu Christian Horner dans Drive to Survive dire que les équipes travaillent pareil, on s'échange des courriels, puis ces choses-là. On a même entendu certains pilotes dire va falloir travailler fort durant la pause d'été, il va falloir, il y a des écuries qui travaillent quand même, c'est très dur de bloquer tout ça, mais en théorie, on peut pas effectuer le même travail qu'on fait au cours de la saison. Donc, c'est beaucoup plus contrôlé. Les écuries, donc, on est supposé être le personnel réduit dans les usines. Donc, c'est sûr que si à ce moment-là, on fonctionne à plein régime et puis tout le personnel est là durant les 4 semaines, ben, on risque plus de se faire prendre. Mais c'est supposé être contrôlé. On peut pas travailler au même rythme qu'on travaille lors de la saison. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais il y a bel et bien, oui, 14 jours qui sont obligatoires pour chaque écurie qui ne doivent pas travailler lors de cette pause de 4 semaines. La deuxième et dernière question nous vient de Eddie qui nous demande est-ce que Bernie Ecclestone est toujours vivant? Eh bien oui, Eddie, Bernie Ecclestone, à la dernière heure, aux dernières minutes, dernières secondes, il est toujours vivant. Il est maintenant âgé de 92 ans, le Bernie. Et lui et sa conjointe ont eu leur dernier enfant en 2020. Donc c'était son 4e et c'est un garçon qu'ils ont eu. Donc il semble toujours en pleine santé, le bon vieux Bernie Ecclestone. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 31 juillet de F1 Podcast. C'est peut-être la relâche pour les différentes écuries de Formule 1, mais pas pour nous. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook et lire nos différents articles qui seront publiés à tous les jours de semaine sur les heures de dîner comme à l'habitude, ainsi que nos capsules dans le casque à travers notre chaîne Spotify et un épisode spécial qui aura lieu pour vous garder à jour dans l'actualité de la Formule 1. Merci d'avoir choisi F1 Podcast et bonne semaine!